Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour financer tes prochains projets immobiliers quoi qu'il arrive. Ma promesse, c'est qu'à la fin de la vidéo, peu importe ta situation actuelle, tu saches exactement quoi faire pour obtenir ton financement en immobilier. Je vais également te donner accès au modèle complet du dossier bancaire qui m'a permis d'emprunter plus de 2,2 millions d'euros ces dernières années. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que tu auras ce dossier en cadeau. Bonjour à tous, je suis Franck Nochel, le fondateur d'Immomillions. Au cours des dernières années, j'ai acquis 19 appartements qui génèrent aujourd'hui plus de 14 000 euros de loyer par mois. J'ai pas touché d'héritage, je suis pas issu d'une famille d'investisseurs ou une famille riche ou quoi que ce soit. Je suis un ancien technicien salarié en maintenance. J'ai pas de grand diplôme, ok, je suis simplement diplômé d'un bac pro en maintenance. Et surtout, j'ai démarré assez jeune avec seulement 10 000 euros sur mon compte. Si j'en suis arrivé là, c'est grâce à la magie de l'effet de levier du financement bancaire. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens pensent qu'à cause de la situation actuelle, ils ne pourront pas se faire financer et donc ne se lancent jamais en immobilier ou alors beaucoup trop tard. Résultat, leur vie ne change pas, ils restent tout le temps dans le même train-train quotidien, cette routine de tous les jours et ils n'ont pas assez de temps pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs enfants ou pour voyager. Donc je vais maintenant te donner toutes les stratégies qui te permettront de te faire financer tes prochains projets dans les meilleures conditions. Donc sois bien attentif parce que ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo, ça a vraiment une valeur énorme. Ok, j'ai vraiment voulu mettre un condensé de valeur énorme dans cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Installe-toi bien, prends de quoi noter et on est parti. On va déjà expliquer pourquoi c'est important de ne pas acheter cash et pourquoi l'immobilier par rapport aux autres types d'investissements est extraordinaire, vraiment. Quand tu investis aujourd'hui 50 000 euros, admettons, bravo, tu as 50 000 euros sur ton compte et tu décides de les investir, tu as différents choix. Et c'est comme ça que j'ai démarré aussi. Ok, je peux investir dans la crypto, je peux investir dans la bourse, je peux investir dans des entreprises ou je peux investir dans l'immobilier. Et en fait, la différence, c'est que quand tu investis 50 000 euros dans la bourse, dans les cryptos, dans peu importe quel autre investissement, tu investis ces 50 000 euros. C'est-à-dire que tu prends ces 50 000 de ton compte et tu les poses sur l'investissement. Avec l'immobilier, tu l'as compris, c'est pas exactement le même fonctionnement. On va voir une banque et grâce au levier de la banque, à l'effet de levier que va t'octroyer la banque, tu vas pouvoir, grâce à ces 50 000 euros, lever une somme beaucoup plus importante. Le calcul est très simple. Admettons que tu fasses un super investissement à 10% de rendement sur tes 50 000 euros en bourse, par exemple. C'est très bien. Tous les ans, ça va te rapporter 5 000 euros. Avec ces mêmes 50 000 euros, bien sûr, je caricature, c'est pour l'exemple, tu vas peut-être aller voir une banque et pouvoir emprunter 500 000 euros. Donc, les 10% que tu vas faire, c'est pas sur tes 50 000 euros que tu as investi, c'est sur les 500 000 euros au total. Ça fait que ça te rapporte pas 5 000 euros par an, mais ça te rapporte 50 000 euros par an. Et en fait, tous les ans, tu rembourses ton apport initial. Et c'est à peu près comme ça que ça fonctionne en immobilier. Voilà pourquoi tu ne dois surtout pas acheter cash. On passe au deuxième conseil et tu vas voir, on va aller très très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais te parler de l'erreur que font la majorité des gens. C'est tout simplement, ils veulent investir en immobilier et la première chose qu'ils font, c'est ok, je veux investir, je vais aller voir la banque. Je vais aller voir la banque, je vais voir si on peut me prêter. Et si on peut pas me prêter, faudra que je change, faudra que je fasse autre chose. Et c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Pourquoi? Parce que si tu vas voir la banque pour un projet, elle a besoin de concret, elle a besoin de se projeter parce que les loyers que vont générer ce projet locatif que tu vas faire vont être pris en compte dans le calcul de ton taux d'endettement et de ta solvabilité bancaire, tout ça. Donc, si je veux emprunter 200 000 euros et que ça génère pas de loyer, c'est pas pareil que si ça génère des loyers. Si je veux emprunter 200 000 euros et que ça génère 500 euros de loyer, c'est pas pareil que si j'emprunte 200 000 euros mais que ça génère 2 000 euros de loyer parce que j'ai un bon rendement. Donc, ça n'a aucun sens, mais absolument aucun sens, d'aller voir la banque en premier. Commence par trouver ton projet, commence par négocier et faire la bonne affaire et ensuite tu pourras aller défendre ton dossier à la banque. Et c'est pas pareil si je viens te voir en tant que banquier, te dire bonjour, est-ce que vous seriez ok de me financer, j'aimerais investir en immobilier, je vais commencer, je sais pas trop par où commencer, etc. Ouais, c'est pas un beau discours. Alors que si je viens te voir et que je te dis, voilà, j'ai trouvé un projet, donc on est sur 200 000 euros de besoin de financement, il y a 2 000 euros de loyer, voici ce que j'achète, voici où c'est situé, voici la demande locative, voici la valeur après achat, voici les travaux que je vais faire avec les devis, les plans, voici le dossier complet, et on va parler du dossier après. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Et si c'est pas vous, entre guillemets, j'ai d'autres banques qui sont prêts à me suivre.
Donc je caricature encore une fois, mais tu as compris le principe. Donc un autre conseil que je peux te donner vraiment, c'est l'importance de ton projet. Le plus important, c'est ton projet, c'est le bien, c'est comment il est monté, combien ça crache en fait, combien ça crache de cash, combien tu achètes, quelle est la valeur que ça a. Si j'achète 100 000 euros, est-ce que je vais pouvoir le revendre 100 000? Est-ce que je vais pouvoir le revendre plus que 80 000? Ou est-ce que je vais pouvoir le revendre 150 000 parce que j'ai fait une super affaire? La bonne affaire se fait à l'achat dès le prix d'acquisition, bien entendu. Et tout ce qu'il y a derrière, le financement, la fiscalité, tout ça, c'est de l'optimisation. Donc c'est essentiel également. Mais la base de la base, c'est à quel prix tu achètes. Et est-ce que je fais une bonne affaire? Plus ton projet sera rentable et plus il sera facile à défendre avec ta banque. Et surtout, plus simple ce sera d'enchaîner les opérations dans le futur. Donc, parlons un petit peu maintenant du raisonnement des banques. Comment réfléchit une banque? Une banque va réfléchir en deux étapes. La toute première étape, ça va être le risque. Est-ce que c'est risqué de prêter à cette personne? Alors le risque zéro n'existe pas, ça ils en sont bien conscients, mais quel est le niveau de risque? Et certaines banques, et c'est le fonctionnement général, attribuent même un score, ce qu'on appelle le scoring bancaire, qui est en fait un score de risque. 100%, il n'y a aucun risque, on peut y aller. 0%, c'est beaucoup trop risqué, c'est hors de question qu'on y va. Et donc, toi, ce que tu veux, c'est que ton score soit le plus élevé. Donc comment améliorer son score? Avec sa solvabilité, avec ses revenus, avec ses charges actuelles, avec le projet bien sûr aussi, avec le montant des travaux. Et puis voilà, il y a plein de critères qui vont ajouter ou enlever du risque à ce projet. Quelles sont les conditions qu'on met sur la table, etc. Donc ça, c'est la première chose que va regarder la banque. La deuxième chose que va regarder la banque, c'est est-ce que en faisant ce crédit, je vais gagner de l'argent? Il faut savoir que une banque, quand elle te fait par exemple un crédit, alors comme c'était le cas il y a quelques mois encore, à 4,3%, moi j'ai emprunté il y a 4,3%, là il y a plusieurs mois maintenant, en fait quand la banque te prête à 4,3%, faut pas croire qu'elle gagne beaucoup. Souvent on se dit ouais ils prennent 4,3%, en fait c'est pas la banque commerciale que tu vas voir qui te prend 4,3%, ceux qui prennent beaucoup c'est la banque centrale, la Banque de France, etc. C'est là que la banque que toi tu vas voir va chercher l'argent et ensuite elle va te refinancer avec cet argent. Et eux vont par exemple se financer à 4% et vont te faire le prêt à 4,3%. Donc en fait leur marge en soi, elle est de 0,3% et bien sûr ça demande du montage de dossier, c'est des frais administratifs. Donc en réalité une banque gagne très très peu d'argent sur l'octroi d'un crédit pur et simple. D'accord? Ça faut bien l'avoir en compte. Donc le deuxième critère comme je le disais, ça va être qu'est-ce que je peux gagner à part ça? Si j'accorde le crédit, est-ce que la personne va domicilier les revenus chez moi? Est-ce que je vais pouvoir lui vendre des produits complémentaires? Est-ce qu'elle va ouvrir les comptes chez moi? Est-ce que je vais lui vendre des assurances? Est-ce que je vais lui vendre des produits? Voilà, peu importe. Donc ça, c'est la deuxième chose que va regarder la banque. Mais j'insiste sur ces deux critères. Le premier, c'est le risque et le deuxième, c'est l'aspect commercial. Si l'aspect commercial est très fort mais que le risque est trop élevé, la banque ne financera pas, d'accord? Alors qu'au contraire, si le risque est très faible et que l'aspect commercial est moyen, ils peuvent quand même financer. Ce qui compte le plus pour la banque, c'est vraiment l'aspect risque, d'accord? Donc mets-toi bien ça en tête et demande-toi comment tu peux rendre ton profil, ton dossier le moins risqué possible. Ok, sans plus attendre, on se retrouve donc sur mon ordinateur pour te présenter le modèle complet du dossier bancaire. C'est celui que j'utilise encore aujourd'hui pour aller financer des opérations à presque 1 million d'euros. Ok, je suis actuellement en cours de demande de financement pour un projet au moment où je fais cette vidéo et c'est exactement ce dossier que je vais te montrer que j'ai utilisé sans rien y changer. Alors bien sûr, tu vas voir qu'il va falloir compléter des choses à ta façon. Tu vas pas reprendre mon dossier. Il faut que ça corresponde à ton projet. Ça, c'est le Google Drive Immomillion. C'est là où tous nos clients ont les différents documents sur les différentes, toutes les ressources en fait qu'on a pour nos clients. Et ici se trouve donc le modèle du dossier bancaire. Donc ce modèle de dossier bancaire, tu vas pouvoir y accéder. Il est quelque part autour de la vidéo ou dans le lien juste en dessous. Je t'expliquerai ça à la fin. Donc tu vas arriver sur ce Google Drive et ici directement, tu vois comment ça se présente. On a différents éléments. Donc on a des fichiers qui sont directement là et des dossiers ici. D'accord ? Donc tous ces fichiers, tu vas pouvoir les copier et je t'invite à les ranger exactement de la même façon sur ton ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est pas rangé n'importe comment. C'est exactement de cette façon que le banquier va travailler, va réfléchir et tout a été pensé dans ce sens-là. Donc, on a les fichiers ici, on a le dossier co-emprunteur 1, donc ça c'est toi. Le co-emprunteur 2 si tu t'associes. Si tu t'associes pas et qu'il n'y a que toi, il n'y a que ton nom et prénom ici.
et le dossier sur le projet. Alors on va d'abord commencer par le plus important qui est la fiche topo. Donc ça va être un dossier, d'accord, je vais te le montrer tout de suite, qui va reprendre le résumé en fait de toute ta demande de prêt. En général, quand je vais voir la banque, c'est cette feuille et quelques autres documents que j'imprime, c'est ce que je ramène en papier pour qu'il y ait vraiment un support sous la main. Et ensuite, je vais lui envoyer toutes les pièces par mail parce que ça sert à rien de gâcher du papier pour imprimer des copies de carte d'identité, des avis d'imposition, etc. Après, bien sûr, assure-toi d'avoir toujours tout sous la main, donc de pouvoir lui montrer depuis le téléphone s'il le faut, etc. En fait, ce fichier va donner toutes les informations nécessaires au banquier en un document. Et tout le reste, en fait, c'est uniquement du justificatif. C'est juste pour prouver que, en effet, tu gagnes bien 2500 € par mois, tes 3 dernières fiches de paye. En effet, tu as bien gagné tant et tant. Voilà, en effet, tu habites bien ici, ton justificatif de domicile. Donc tout ça, c'est que des preuves, d'accord? Donc ici, on est sur la première page. On va aller faire le tour ensemble rapidement. Donc on parle d'un investissement immobilier. Ici, bien entendu, on met une photo du bien avec l'adresse. Si c'est au nom d'une SCI, on va écrire voilà SCI investissement de fou. Voilà. Ensuite, on va mettre ta situation personnelle. Donc j'ai mis co-emprunteur 1 parce que c'est dans le cas où il y a une association, mais ça tu peux très bien le supprimer et juste mettre ta situation personnelle. Une photo de toi parce que c'est plus sympa, un email, un téléphone et toutes tes informations ici. Ensuite, on arrive sur la situation professionnelle. Donc, quelle est ta profession? Quel est le type de contrat? CDI, CDD? Quelles sont les dates d'embauche? Donc, depuis quand tu es là-bas? Et ton salaire net mensuel, je précise, avant impôt. D'accord? Pour quelle société tu travailles? Ok, parce que c'est pas pareil si tu travailles pour la petite boutique du coin de la rue qui vient d'ouvrir il y a 2 semaines et pour la grosse multinationale qui est établie depuis des centaines d'années. D'accord, ça a aussi son importance. Rappelle-toi ce que je t'ai dit avant, la banque veut calculer le risque. Donc le nom de l'entreprise, la date de création, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires que fait la société. Ta situation financière par rapport au crédit, donc quels sont les crédits que tu as déjà? Est-ce que tu as un crédit pour ta résidence principale? Sinon, tu peux très bien mettre, tu enlèves coût du crédit, tu mets le loyer si tu es locataire, l'adresse et le loyer ou le crédit pour ta résidence principale. Et pareil pour l'investissement locatif. Donc là, n'hésite pas à dupliquer les pages si tu as plusieurs investissements locatifs déjà existants. La situation financière, donc les loyers perçus. Donc là, typiquement, j'ai mis un crédit locatif, donc je mets un loyer perçu. Voilà, le type de bien, l'adresse, les loyers perçus. Ensuite, on va chercher le patrimoine financier. Donc là, tu mets tous tes comptes, compte courant, livret A, assurance vie, PEL, LEP, PP, je sais pas quoi, plan de retraite, épargne entreprise, actions en bourse, crypto-monnaie, biens mobiliers, peu importe, tu mets tout dans ce tableau. D'accord? Pour vraiment montrer, voilà ce que j'ai. Ici, tu mets le patrimoine immobilier, donc ta résidence principale, les différents appartements que tu possèdes, etc. Le capital restant dû à la banque, le CRD, la valeur du marché actuel. Donc là, un plus au passage, c'est d'avoir des avis de valeur, on va en parler après, et ton patrimoine net, c'est-à-dire la valeur du marché moins le capital restant dû, ça te donne le patrimoine net. D'accord? Ensuite, on va voir les plus de la situation. Donc là, on résume un peu la situation. Par exemple, aucun crédit en cours, aucun crédit conso en cours ou aucun crédit en cours. Propriétaire de sa résidence principale, patrimoine immobilier. Donc bien sûr, là, tu fais pas un copier-coller, tu mets en avant, tu valorises ta propre situation. Là, c'est exactement la même chose pour un deuxième emprunteur, si vous êtes 2. Et enfin, on va mettre les éléments du projet. Donc le bien, donc là, par exemple, appartement 3 pièces, 78 mètres carrés, une petite photo, une capture d'écran de Google Maps avec l'emplacement du bien indiqué par une flèche pour que le banquier comprenne bien où c'est, les alentours, qu'est-ce qu'il y a autour. Une capture d'écran de la parcelle cadastrale. Donc là, par exemple, voilà, que c'est la parcelle 437 et 438. Le projet, donc par exemple, ici j'ai mis voilà division en 3 appartements et on lui explique. Donc on va faire 2 appartements, 1 pièce, un appartement 2 pièces, ils vont faire tant et tant de mètres carrés, c'est de la location et on veut lui louer tant et tant. D'accord? Les données chiffrées, donc quel est le prix d'acquisition FAI, quels sont les frais de notaire estimés, frais de garantie bancaire, frais de dossier et les travaux de rénovation. Ça c'est ce que tu demandes en financement. Le bien, ambiance prévisionnelle, donc là tu peux ajouter des photos de projection après travaux. Idéalement, et ça c'est très puissant, sers-toi des projets que tu as déjà réalisés. Parce que là, tu vas pouvoir dire, voilà, ça c'est ce qu'on a déjà fait, ça c'est ce qu'on a déjà fait. Et là, il voit vraiment la qualité aussi de ce que tu réalises. Les plans avant travaux, les plans après travaux et les plus de l'immeuble. Voilà, donc, par exemple que tu achètes très bien, sous le prix du marché, que c'est situé proche de la frontière, que il y a une très forte demande locative. Voilà, là vraiment n'hésite pas à ajouter des choses. Hein.
Et enfin, les souhaits et les contreparties. Qu'est-ce que je demande? Qu'est-ce que je donne en contrepartie? Ou qu'est-ce que je suis prêt à donner en contrepartie? Par exemple, je veux un financement sur 25 ans pour réduire les mensualités et maximiser le cash flow. Je veux un différé anticipation partielle de 2 ans pour la réalisation des travaux plus constituer une trésorerie, pas d'indemnité de remboursement anticipé et en contrepartie, je suis prêt à mettre de l'apport personnel, rapatrier les comptes, mettre toutes les assurances chez vous, domicilier le loyer. Voilà, ça on va en parler après des contreparties. Cette fiche, elle est réellement importante et c'est même la plus importante. Ensuite, tu as un autre document très important qui va être le récapitulatif du patrimoine immobilier. Alors, ce fichier m'a été donné directement par un banquier. Donc, je dirais pas à quelle banque, etc. Mais c'est réellement les fichiers qu'utilisent les banquiers eux-mêmes. C'est-à-dire que là, tu lui prémâches le travail complètement. Donc, c'est très simple. Tu as 3 tableaux. Les investissements locatifs nouveaux. Donc ça, c'est le projet que tu vas présenter ici. Les investissements locatifs existants et les investissements hors locatifs. Donc tout ce qui est résidence principale et résidence secondaire. Ici, tu vas mettre le nom du propriétaire, donc toi en l'occurrence, le type de bien, l'adresse, le numéro de prêt si tu en as un, mais voilà, tu n'en as pas besoin. Le prêteur, donc là, crédit mutuel, caisse d'épargne, etc. La garantie contractée, hypothèque ou cautionnement, la valeur du bien actuel, le capital emprunté au début, le capital restant dû au jour d'aujourd'hui, la durée résiduelle en mois, donc combien de mois il reste à rembourser, les mensualités d'emprunt, les loyers, et ça va te calculer tout ça avec un différentiel de 70%. Alors là, il y a 70%, c'est vraiment le plus pessimiste que tu peux faire. Et éventuellement, tu peux le modifier, mettre 90% dans les formules si tu le souhaites. D'accord? Voilà pour ce tableau. Et tu verras, ça va aller plus vite après. Dans chaque dossier, en fait, je t'ai mis à chaque fois un Google Doc comme ça qui t'explique quels sont les éléments à ranger dans ce fichier. Donc ici, tu as la fiche topo format PDF, le récapitulatif du patrimoine immobilier, les statuts ou projets de société si c'est en société, le schéma récapitulatif des sociétés si tu as plusieurs sociétés. Voilà, tout ça, on va le mettre ici. Et enfin, alors je vais pas faire le tour détaillé parce que ça va prendre beaucoup trop de temps, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais juste faire un tour rapide. Ici, on va avoir tout ce qui est par rapport au projet, donc le compromis, tout ce qui est par rapport aux travaux, les plans, les devis, le planning de déroulement de travaux, tu vois, on va ajouter ça. Donc tout ça, on te le donne, hein, d'accord. La fiche maîtrise d'œuvre, je vais te laisser découvrir ce que c'est. Ensuite, dans le co-emprunteur, on a l'état civil. Ici, c'est tous tes documents par rapport à l'état civil, hein, rien de miraculeux. Ton patrimoine. Donc là, tu vas mettre l'ensemble de tes biens IMO, les extraits de compte, etc. Et enfin, dans les revenus, on va mettre tout ce qui est les avis d'imposition, les fiches de paye et plein d'autres choses encore. Si tu respectes ça à la lettre et que tu prends exactement tout ce que je te dis, je te garantis que ton banquier, je vais pas dire il a jamais vu un dossier comme ça, mais il en voit pas tous les jours, ça c'est certain. Et franchement, c'est souvent le retour qu'on prend de nos clients ou de moi-même quand je vais voir les banques. Ils nous disent waouh, si tout le monde travaillait comme ça, en fait, ça serait beaucoup plus simple et on adore travailler avec ce genre d'investisseurs. Et s'ils adorent travailler avec toi, c'est que ça sera plus simple d'aller te faire financer. Tu l'as compris. Donc ce modèle de dossier bancaire, il est offert. Tu peux aller dans la description de la vidéo ou autour de cette vidéo. Je vais tout réexpliquer à la fin de la vidéo. Pour le télécharger gratuitement, tu rentres ton adresse mail, on te l'envoie directement et c'est cadeau. Ça fait plaisir. On va maintenant parler d'une autre chose importante, on va aller rapidement dessus. C'est tout ce qui est les leviers et les armes de négociation bancaire. Alors, tout est négociable au moment de la demande du prêt, mais il faut choisir. Voici une liste des éléments pouvant être discutés. Plus le dossier de demande de prêt est bon, et plus il est possible d'aller loin dans la négociation. Avoir plusieurs propositions de plusieurs banques permet d'aller encore plus loin. Et oui, parce que tu vas pouvoir les mettre en concurrence les unes avec les autres. Donc les leviers de négociation. Tu peux négocier le taux d'intérêt, le taux d'assurance, les frais de dossier, le type de garantie, cautionnement ou hypothèque, l'indemnité de remboursement anticipé, les IRA, c'est-à-dire si je fais un remboursement anticipé sur le prêt, est-ce qu'il y a des frais? Le report de mensualité. Alors là, j'ai mis déconseillé. Parce que si tu négocies ça, ça donne un peu le message en mode ouais, si j'arrive pas à rembourser, est-ce que on peut décaler? C'est pas forcément ce que je conseille. Par contre, on va pouvoir négocier la double mensualité activable, c'est-à-dire que de pouvoir rembourser plus vite le prêt si on le souhaite. Alors ça, c'est vraiment des petites clauses optionnelles, hein. La clause de modulation d'échéance, ça permet de moduler les échéances s'il le faut. Le différé de prêt, ça c'est super important. Total ou partiel, c'est-à-dire est-ce que on diffère totalement ou partiellement, c'est-à-dire tu payes quand même les intérêts d'emprunt.
et est-ce que c'est une durée en plus, c'est-à-dire une anticipation, ou est-ce que c'est inclus, donc un différé, dans la durée du prêt. Par exemple, est-ce que c'est 20 ans dont 2 ans de différé, ou est-ce que c'est 20 ans plus 2 ans de différé, et donc tu as un prêt sur 22 ans, ce qui est mieux. Le transfert de prêt, c'est-à-dire prendre ce prêt pour aller acheter un autre bien immobilier avec, le lissage de prêt, les prêts Gigon, prêts emboîtés, ça je te laisserai renseigner ce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, bien sûr, tu vas pas pouvoir tout négocier, il y a des choses qui sont très importantes à négocier, comme le différé d'emprunt, comme les indemnités de remboursement anticipé. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Bien sûr, le taux d'intérêt a aussi son importance, mais pour moi, c'est pas le premier plus important, d'accord? Et enfin, tu vas pouvoir donner des choses en contrepartie. Comme on l'a vu, plus le dossier est bon, plus ça va être simple de négocier ces conditions. Donc les armes de négociation, je te les ai mis là, la qualité du profil, le reste à vivre conséquent, l'épargne disponible, la fréquence de l'épargne, d'accord, combien de fois par mois ou par année tu mets de côté. Donc le mieux c'est une fois par mois, avec un revenu, avec un virement automatique. Comment est la tenue de compte? Est-ce qu'il y a des découvertes, des incidents de paiement, des crédits à la conso, des dépenses inconsidérées? Est-ce qu'ils vivent en dessous de ses moyens? C'est pour ça qu'ils te demandent tes relevés de compte. La qualité de présentation du projet. Donc là, si tu arrives avec ce dossier, il n'y a aucun problème. La mise en avant du faible risque. Ça aussi, on t'invite à le mettre en avant. Le cash flow conséquent. Ça, c'est important. D'où l'importance du projet, encore une fois. Si tu as plusieurs propositions, tu peux faire jouer la concurrence. Proposer de prendre des produits supplémentaires. Donc ça peut jouer sur la partie commerciale, mais ça jouera pas sur la partie risque. Ça, il faut vraiment le comprendre. Assurance de prêt, assurance, voilà, je te les ai mis là. Si tu es déjà client, quel est l'historique bancaire dans l'établissement et quelle est la confiance? Et puis souvent, les banques ont des meilleures conditions pour leurs propres clients. Alors, c'est pas toujours le cas, d'accord? Parfois, ils aiment mettre des bonnes conditions pour attirer justement un nouveau client. Et si t'es pas client, la domiciliation des revenus, la domiciliation des comptes pro, ça ils adorent les comptes pro si tu es un professionnel ou un entrepreneur, ça ils adorent. Et l'apport personnel éventuel, on va pas se le cacher, plus tu mets d'apport, plus ça va être simple de se faire financer. Voilà. Je dis pas qu'il faut en mettre le moins possible, mais plus tu en mets, plus c'est simple de se faire financer. Voilà, on va résumer à ça. Et le but c'est de rester un prospect en fait le plus possible aux yeux de la banque. Si tu leur donnes tout dès la première demande de prêt, qu'est-ce que tu vas leur donner en fait à la deuxième demande de prêt? Donc tu veux être client mais tu veux rester un prospect à chaque fois. Et bien sûr, capitalise sur tes forces, pas sur tes faiblesses. Voilà pour ce document-là. Très bien, donc maintenant qu'on a vu le modèle du dossier bancaire et également quelles sont les conditions qu'on peut négocier et les contreparties qu'on peut donner à la banque, je vais te donner les 5 stratégies pour te faire financer quoi qu'il arrive. Mais absolument quoi qu'il arrive. Et tu vas voir que ces stratégies ont une puissance illimitée. Et notamment la 5e stratégie que je vais te donner, je vais l'appeler la stratégie ultime. En fait, avec cette stratégie, il est impossible, tu verras, tu vas comprendre pourquoi, mais il est impossible qu'une banque ne te finance pas. D'accord ? On est parti. Première stratégie, on va vraiment commencer crescendo. C'est juste du bon sens. C'est de pouvoir augmenter tes revenus. Plus tes revenus vont être élevés et plus une banque aura tendance à te financer. Donc la banque va notamment calculer le taux d'effort, le reste à vivre, le reste à charge, etc. Donc tout ça dépend des revenus que tu génères en premier. Donc pour augmenter tes revenus si tu es salarié, tu peux négocier une augmentation, peut-être prendre un deuxième job ou peut-être même décider d'entreprendre et mettre ton expertise ou une expertise au profit d'autres personnes en créant ne serait-ce qu'une autre entreprise. Le but, c'est vraiment de faire rentrer plus de revenus. Peut-être que tu peux faire des heures sup, travailler plus, etc. Je sais que c'est pas une stratégie miracle, bien entendu, j'en suis bien conscient, mais voilà, c'est la base de la base. Plus tu gagnes, plus ça va être simple d'emprunter à la banque. Plus il y a d'argent, plus c'est simple d'emprunter à la banque. La deuxième stratégie, du coup, qui rejoint un peu celle-là, c'est l'inverse, c'est de réduire tes charges, solder tous tes crédits conso. Réduire ton loyer si tu es locataire, renégocier tes prêts actuels sur des durées plus longues ou à des taux plus avantageux et justement peut-être faire un rachat de crédit pour regrouper les crédits ou racheter à des taux plus avantageux. Tout ça dans le but encore une fois de réduire tes charges. Alors quand je dis charges, j'entends bien, je parle pas forcément des abonnements etc. Même si ça aussi tu peux le réduire et ça va indirectement augmenter tes revenus, mais je parle surtout des crédits, des loyers, des pensions que tu verses, ce genre de choses. Alors je sais que tout ce genre de choses, c'est pas le plus simple à réduire, mais plus tu vas pouvoir réduire cela et encore une fois, plus la banque va avoir des chiffres au vert et ton scoring bancaire va augmenter. On passe maintenant à des vraies stratégies très concrètes. La troisième stratégie, ça va être de multiplier les demandes de crédit
en masse. Je dis bien en masse. Il y a des projets pour lesquels j'ai fait 10 banques. Il y a des projets pour lesquels mon associé a fait 25 banques. D'accord? Alors tu vas me dire, mais comment on peut faire 25 banques? Parce qu'il n'existe pas 25 banques en fait. Eh ben si, il y a 25 agences différentes proches de chez toi. Donc, je vais pas rentrer trop dans les détails de niveau de délégation, mais notamment pour les premiers projets, les décisions vont se prendre en agence. C'est-à-dire que l'agence, le directeur en agence, a le niveau de délégation suffisant pour dire « Ok, on vous octroie le crédit ». Quand tu vas commencer à rentrer sur des encours plus élevés, des projets plus élevés, ça va plus se décider en agence, mais ça va se décider peut-être dans une autre agence qui regroupe 3-4 agences autour. D'accord? Donc là, forcément, si tu vas voir l'agence A et l'agence B, mais qu'en fait, pour les deux, c'est l'agence C qui décide, tu me suis? À ce moment-là, oui, ça n'a aucun sens d'aller voir la A et la B. Donc plus tu vas monter dans les encours et dans le niveau de projet, oui, moins tu vas pouvoir faire de banques, d'accord? Mais au début, tu peux aller voir toutes les agences qu'il faut. Et c'est vraiment une question de contact. C'est pas parce qu'un crédit mutuel A t'a dit non que le crédit mutuel B, la personne B va te dire non en fait. D'accord? Donc multiplie en masse tes demandes de prêt et sers-toi de chaque non de la banque précédente pour améliorer ta future demande de prêt. Une banque va très rarement te dire non, on vous finance pas, point. Elle va toujours te dire on vous finance pas parce que le niveau d'encours est trop élevé, parce que l'apport est pas assez élevé, parce que le niveau de risque par rapport à ça est pas assez élevé, parce que on n'est pas assez clair sur les travaux qu'il y a à faire, etc. Parce que le DPE, voilà. Donc, sers-toi à chaque fois des raisons pour lesquelles les anciennes banques te disent non pour améliorer tes prochaines demandes de prêt. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Quatrième stratégie, là on rentre vraiment dans des trucs un petit peu plus exotiques mais qui se font totalement, c'est de faire passer ton projet en résidence principale. Alors, il y a des cas où ça vaut vraiment le coup, il y a des cas où ça vaut un peu moins le coup. Quand est-ce que c'est intéressant de passer en résidence principale? Eh ben, notamment quand tu es locataire, ça peut être intéressant parce que finalement, vu que ça va être ta future résidence principale, ils vont supprimer le loyer que tu payes actuellement. Par exemple, si actuellement tu payes 1000 € de loyer et que le prêt que tu demandes c'est 800 €, eh ben ils vont pas prendre en compte que tu vas payer 1800 puisque la résidence principale va remplacer ton loyer actuel en fait. Donc au lieu de 1000, tu vas payer 800. Donc en fait ta situation s'améliore en demandant le prêt. Donc là ça peut vraiment être intéressant. Après forcément, tu vas pas dire que tu vas louer cette résidence principale. Ou peut-être que tu peux dire que tu loues une partie, d'accord? Si c'est un immeuble que tu divises, tu peux dire bah, ça va être ma résidence principale et ça va être du locatif, d'accord? Et à ce moment-là, ça permet de supprimer le loyer. Mais voilà, faut faire un peu attention à ce qu'on dit quand même. Mais c'est vrai que d'une façon générale, les conditions, la facilité d'octroi de prêt et surtout les conditions que tu peux avoir en résidence principale sont plus intéressantes. C'est plus simple d'avoir du 25 ans, c'est plus simple d'avoir des meilleurs taux, etc., etc. La seule chose à laquelle il faut que tu fasses attention, quand tu fais ce genre de choses, c'est qu'il y a des prêts qui sont spécifiques à de la résidence principale, avec des taux zéro, ce genre de choses. Si derrière tu ne fais pas réellement ta résidence principale, là tu peux avoir des problèmes. Mais il n'est pas interdit d'aller voir sa banque, de dire je veux faire de la résidence principale et en cours de projet, de changer d'avis et de dire en fait je le mets en location. Alors forcément tu vas pas le faire 3 fois au même banquier, mais ça peut être une astuce dans certains cas. Et on passe maintenant à la 5e stratégie, la stratégie ultime que tout le monde attend. J'ai nommé l'association. L'association est un levier illimité. Je répète, l'association est un levier illimité. Grâce à ça, tu vas pouvoir exploser en fait tous les coffres des banques. Souvent au début on se dit non mais moi j'ai pas envie de m'associer, si je travaille dur c'est pour moi, je veux 100% du gâteau, etc. Mais un moment arrivera où tu seras bloqué, un moment arrivera où tu iras plus lentement, où les banques vont commencer à freiner et c'est tout à fait normal. Donc c'est là où l'association est un levier extrême et illimité, c'est que ce qui te manque, tu peux toujours le retrouver chez une autre personne. S'il te manque du cash, va chercher une personne avec du cash. S'il te manque une situation stable, va chercher une personne avec une situation stable. S'il te manque des compétences ou de la crédibilité par rapport aux travaux, par rapport au projet, je sais pas quoi, va chercher ses qualités, ses compétences chez une autre personne. Et alors je te dis pas qu'il faut faire des groupes de 5 associés, et ça je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'une association à 2 c'est très bien, à 3 maximum, mais il faut vraiment que ça soit justifié et que le banquier comprenne aussi. Ok, sa situation elle est comme ça, du coup il a décidé de s'associer avec cette personne parce que voilà ce qui lui manque. Ok, ça paraît logique.
Et de cette façon-là, il y a des projets où il me manquait du cash, j'ai cherché des personnes avec du cash. Il y a des projets où il me manquait du temps ou alors une expérience dans un domaine bien particulier, j'ai cherché cette personne-là. Et à un moment, tu vas beaucoup plus loin de cette façon-là que ce que tu ferais seul dans ton coin avec tes petits 100% de rats. Enfin, désolé, mais à un moment, il faut aller de l'avant et il faut s'ouvrir aux autres, et même les 40 ou les 30% que tu peux avoir avec un associé représenteront beaucoup plus que les 100% que tu feras seul dans ton coin. Donc l'association est un levier illimité, et d'ailleurs je passe un petit message, je suis ouvert à l'association, ok? Si tu as des projets vraiment intéressants, parle-nous-en, que ce soit moi-même, que ce soit un de mes associés, que ce soit un de nos clients qui recherche des associés. Voilà, on est ouvert à ça, donc n'hésite pas à m'envoyer un message par rapport à ça. Cette stratégie, elle est extrêmement puissante, ne la néglige pas, et voilà, c'est juste illimité en fait. Parce que, en fait, quand tu arrives avec du cash notamment, à un moment, tu peux tout le temps aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant. Si tu veux emprunter 500 000 euros et que tu mets, alors je vais abuser, hein, mais si tu mets la moitié sur la table, 50% d'apport, alors certains diront non, faut pas mettre 250 000 euros d'apport. Ouais, mais tu fais quand même encore un levier de 50%. Tu empruntes toujours 250 000 euros à la banque, qui est l'argent des autres que le locataire va rembourser. Donc tu fais toujours beaucoup plus de richesse qu'avec ton livret A ou qu'avec tes actions en bourse en fait. Donc voilà la logique de l'immobilier, et l'association est un levier incroyable pour ça. Et pour finir cette vidéo, avant de t'offrir les derniers cadeaux, j'aimerais aussi te parler d'une chose très importante, c'est l'importance de la relation long terme avec ton banquier. Un moment, c'est bien de multiplier les demandes de prêt, de négocier les meilleures conditions dans différentes banques, etc. Mais plus tu vas avancer et plus tu veux avoir une personne, ou peut-être deux dans deux banques maximum, qui te suivent, qui te connaissent, qui comprennent ta façon de penser, qui te font confiance, qui sont même peut-être des amis, ok, où tu vas leur faire des cadeaux, tu vas les inviter au resto. Peut-être que eux vont t'inviter au resto, d'accord? Et là, c'est bon signe. Et à ce moment-là, voilà, tu fais gagner de l'argent à ces personnes. Peut-être que le compte chez eux est un peu plus cher, que la carte de crédit chez eux est un peu plus chère, que l'assurance est un peu plus chère, mais c'est des personnes qui comprennent comment tu fonctionnes et qui sont prêts à te refinancer parce qu'ils comprennent ta dynamique d'investisseur rapide, que tu empruntes régulièrement et que tu veux avancer. Donc ça, c'est essentiel, et ne néglige pas ça non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté un max de valeur. Va sans plus attendre télécharger ton modèle de dossier bancaire complet. Il se trouve dans le lien sous la vidéo ou quelque part autour de cette vidéo. Tu cliques dessus, on te demande ton adresse email et tu reçois instantanément par mail le modèle complet du dossier bancaire que tu auras juste à pré-remplir comme tu l'as vu sur l'exemple. Et une fois que tu auras téléchargé ce dossier, tu arriveras sur une page où on te proposera, si tu le souhaites, de réserver un appel diagnostic avec nous. Cet appel, il a simplement pour but de faire un point sur ta situation financière si tu le souhaites, ou sur comment trouver des biens rentables, et pour voir tout simplement si on peut t'aider à avancer dans ce sens-là. Au pire des cas, tu repars avec un plan d'action très clair, et dans le meilleur des cas, on commence à travailler ensemble et on fait des choses extraordinaires ensemble. Je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo dans ce genre-là. Ciao!